Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de journal de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité. Djibouti et l'Arabie Saoudite s'engagent à bâtir une coopération durable. Et au Liban, les frappes israéliennes ont fait 26 morts, entraînant la fermeture des écoles à Beyrouth. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présenté ses chaleureuses félicitations à Abdulrahman Mohamed Abdullahi, récemment élu président de la République autoproclamée du Somaliland. Ces félicitations ont été transmises lors d'un échange téléphonique tenu cet après-midi entre le chef de l'État djiboutien et son homologue somalilandais. Au cours de cet entretien, le président Guelleh a salué le Somaliland pour sa gestion exemplaire de cette élection qu'il a qualifiée de véritable démonstration de maturité politique. Il a souligné que ce processus démocratique illustre l'attachement de ce peuple frère aux valeurs d'ordre, de paix et de stabilité. Enfin, le président djiboutien a exprimé ses vœux pour un avenir prospère au Somaliland, réaffirmant l'importance des liens qui unissent les deux voisins et partenaires. Lors d'une rencontre à Riyad, les ministres de l'économie djiboutiens et saoudiens ont discuté de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs clés comme le commerce et l'industrie. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour établir un partenariat stratégique bénéfique pour les deux pays. Le ministre djiboutien de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawal, a été reçu par son homologue saoudien, Faisal Al-Ibrahim, ministre de l'économie et de la planification, lors d'une rencontre fructueuse à Riyad et en présence de notre ambassadeur, Dieridine Bamakrama. Les discussions marquées par un climat de sincérité et de cordialité ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations économiques entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux ministres ont convenu de l'importance et exploré de nouvelles opportunités de coopération dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement et l'industrie. Au cours de cet échange, M. Ilyas Moussedawale a souligné l'engagement du Royaume d'Arabie Saoudite à relever les défis sociaux, économiques et humanitaires à l'échelle mondiale dans le cadre de sa vision 2030. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'importance croissante du Royaume dans l'économie mondiale, en particulier dans le contexte stratégique du bloc Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique. Il a ainsi mis en avant 3 thèmes clés ayant des impacts à long terme: la coopération internationale, la croissance économique et l'énergie au service du développement durable. Pour sa part, M. Faisal Al-Ibrahim a souligné la nécessité d'une convergence de cultures et des idées dans deux nations. Il a précisé que pour le Royaume d'Arabie Saoudite, Djibouti est un acteur clé pour la coopération régionale. Il a insisté sur l'importance de collaborer à l'échelle régionale afin d'atteindre la paix et la prospérité pour les générations futures. Et la 6e session de la commission mixte djibouto-saoudienne s'est tenue les 17 novembre 2024 à Riyad sous la présidence du ministre djiboutien des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et du ministre saoudien des Transports Saleh Ben Nasser Al-Jasser. Cet événement marqué par des échanges approfondis a renforcé les relations bilatérales dans des domaines stratégiques tels que le commerce et la logistique. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,7 milliard de dollars en 2023, témoignant de la vigueur de leur coopération. Les discussions ont abouti à la signature d'un procès verbal visant à donner un nouvel élan au partenariat entre Djibouti et l'Arabie saoudite. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans la commune de Bel'aos pour réduire le paludisme d'ici 2030. Les actions ciblent les quartiers à risque avec une forte implication des communautés et des techniques de lutte reconnues pour leur efficacité. Ali Mohamed, accompagné du président de la commune de Bel'aos, Abdelkader Iman, aussi assisté à cette rencontre, le représentant adjoint de l'OMS, Farah Hassan Farah, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounira Ali Ahmed, le directeur général de l'INSPD, Dr Hussein Youssouf, et le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, M. Samater Qayad. Tendre vers la réduction de la mortalité palustre et son élimination d'ici 2030, c'est dans cette optique que le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, multiplie les efforts de lutte contre le paludisme à travers plusieurs actions telles que la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent. La pulvérisation intradomiciliaire est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national du programme national de lutte contre le paludisme. C'est
une riposte, c'est un élément de la riposte contre le paludisme, incarné donc par la lutte antivectorielle. Nous avons mis en place donc un plan stratégique de lutte contre le paludisme à Djibouti qui se décline par différents axes. Et l'un des axes, au fait, le plus important est donc la pulvérisation intradomiciliaire. Ceci permet, au fait, à tous les foyers de Djibouti d'être pulvérisés et de leur permettre, au fait, de ne pas avoir de moustiques au sein du foyer. Ceci est également réalisé donc en complément de la distribution, en fait, de moustiquaires imprégnés qui se font, en fait, dans les foyers. Mais parallèlement à ça, vous savez qu'il y a tout un dispositif, au fait, de traitement qui est également mis en place au sein de la République de Djibouti. Et nous devons saluer les efforts du gouvernement djiboutien parce que le traitement du paludisme ainsi que toutes les interventions de lutte antivectorielle sont gratuits. Et ça, c'est une volonté du gouvernement djiboutien et du président de la République. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre de la Santé. Comme vous le savez, depuis 2019, cette pulvérisation intradomiciliaire, chaque année, durant l'hivernage, passe de quartier en quartier. Cette année, nous allons passer un certain nombre de quartiers que les techniciens du programme national de lutte contre le paludisme et du programme et de la direction des maladies prioritaires vont passer et faire des porte-à-porte pour pulvériser à l'intérieur des maisons ces produits qui luttent contre le paludisme. Cette année, nous avons adopté un nouveau produit, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on utilisait l'ancien produit. Et comme vous le savez, les moustiques s'adaptent. Les moustiques mutent et changent et s'adaptent à leur environnement et aux différents produits qui permettent de faire la lutte. C'est pour cette raison que nous avons un nouveau produit. Ce produit est inoffensif pour l'être humain et ce produit a une durabilité beaucoup plus longue que le précédent. Ce produit va durer à peu près une année à condition de ne pas faire de peinture au-dessus des produits qu'on va pulvériser à l'intérieur des maisons. Comme vous le savez, le ministère de la Santé utilise 4 moyens pour lutter contre le paludisme et contre les différents vecteurs des différentes maladies comme les mouches, les moustiques. La première chose, c'est la pulvérisation intradomiciliaire à l'intérieur des maisons. La deuxième, c'est l'épandage des produits pour lutter contre les larves au niveau des flaques d'eau qui se retrouvent après les saisons de pluie. Il s'agit d'un produit qu'on appelle Aquapac. La Guinée-Bissau a célébré le 16 novembre conjointement son 51e anniversaire d'indépendance, la création de ses forces armées et le centenaire du héros panafricain Amilcar Cabral. Eh bien, la cérémonie s'est tenue sur la rue Amilcar Cabral, spécialement réaménagée pour l'occasion, en présence du président et de la première dame bissau-guinéen. Ainsi que des chefs d'État du Sénégal, de la Gambie et du Congo. De nombreux membres du gouvernement, diplomates et invités de marque étaient également présents. La matinée a été marquée par un défilé civil et militaire, suivi de discours rendant hommage aux luttes pour la souveraineté africaine et au sacrifice de l'indépendance. La journée achevée par un déjeuner au palais présidentiel. Une délégation djiboutienne dirigée par le ministre Rassim Haroun Ali a visité Tripoli hier pour renforcer la coopération en décentralisation et gouvernance locale. Lors d'échanges avec le ministre libyen, Dr Badr al-Din al-Toumi et d'autres acteurs locaux, des initiatives innovantes comme la gestion autonome des services publics et le numérique ont été discutées. Des visites à la mairie et aux services publics ont permis d'explorer des modèles transférables. Cette mission a posé les bases d'une collaboration durable entre Djibouti et la Libye. Le ministère de la Femme et de la Famille poursuit ses efforts de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale de l'enfant, réaffirmant son engagement en faveur de la protection et des droits des enfants. À cette occasion, une nouvelle plateforme dédiée à la protection de l'enfance a été donc inaugurée, renforçant ainsi les mécanismes de prise en charge en collaboration avec des institutions clés telles que la Gendarmerie nationale et la Police nationale.
Lors d'une session de sensibilisation tenue au collège d'Ambouli, les élèves ont été informés sur leurs droits et sur leurs dispositifs existants pour les protéger. Cet événement marqué par la présence des représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, du secteur de l'éducation, de la police nationale et de la gendarmerie et donc de l'ANSI a également permis d'aborder des sujets cruciaux comme les risques associés à l'utilisation d'Internet. Par ailleurs, le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une ligne verte confidentielle conçue pour permettre aux enfants victimes ou témoins de violences de signaler les abus en toute discrétion. Ce dispositif vise à encourager les signalements tout en garantissant la sécurité et l'anonymat des usagers. Nous écoutons à présent la réaction de Mme Fouzia Al-Ousmane, directrice de la famille au ministère de la Femme et de la Famille. L'objectif de notre présence consiste à discuter avec vous dans le cadre de la protection de l'enfant. Quand on dit protection de l'enfant, on protège les enfants des violences. Donc, si j'essaie de vous citer un peu les sortes de violences, je vais commencer par la maltraitance, soit physique ou morale. Il y a l'abandon. Quand on abandonne un bébé, c'est une violence. L'enlèvement, la négligence. Quand les parents négligent leurs enfants, c'est une sorte de violence. Les mutilations génitales féminines, c'est une sorte de violence. Il y a aussi l'abus sexuel, qui est le viol. Il y a aussi le problème des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une sorte de violence. Il y a aussi le mariage précoce ou le mariage forcé. Quand on est mineur, on n'a pas le droit de vous marier. Donc tout ce que je viens de citer, c'est les différentes sortes de violences que subissent les enfants. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une plateforme nationale pour la protection de l'enfant. Vous n'allez pas comprendre ce que c'est la plateforme de la protection. C'est un comité. C'est toutes ces personnes à côté de moi sont responsables de votre protection. Chacun d'entre eux va essayer de vous expliquer le rôle qu'il joue dans le cadre de ce comité. Et dans l'actualité également, la CNC et le ministère de la Communication ont clôturé une formation sur la photographie avancée et l'utilisation de drones. Cet atelier destiné à 30 professionnels visait à aligner les pratiques locales sur les standards internationaux et à moderniser le paysage médiatique. La Commission nationale de la communication, en partenariat avec le ministère de la Communication, a clôturé ce mardi un atelier de formation destiné aux photographes et reporters d'images de la presse écrite, audiovisuelle et numérique. Organisé sur plusieurs jours, cet atelier portait sur des thématiques clés, la photographie avancée et le pilotage des drones. L'objectif principal était de permettre aux participants de maîtriser ces outils essentiels pour la production des contenus visuels modernes et de qualité. Des experts ont encadré le participant à travers des exercices pratiques et des démonstrations techniques. Ils ont ainsi appris à capturer des images percutantes et à utiliser des drones pour des prises de vue aériennes. Pendant ces 8 jours où nous avons parlé de photographie, de cadrage, de lumière, et évidemment, ce ne sera jamais suffisant. Il faudrait continuer, revenir, rappeler, parce que la photographie, c'est un long parcours d'expérience. Nous avons étudier les principes de base de la photographie, comment configurer son appareil, comment, en fonction des différentes marques, en fonction des différents modèles, il y a toujours des principes de base avec des variations d'un modèle à l'autre. Nous avons vu aussi les principes de base du cadrage, les principes de base de la lumière, lumière naturelle, lumière artificielle et le complément qu'on peut apporter avec un flash. Et nous avons commencer à aborder, parce que c'est un long domaine, l'editing, l'import des images, le traitement des images, et j'ai essayé de vous sensibiliser à l'importance d'archiver correctement avec une méthode qui soit universelle, que tout le monde, après vous, quand vous aurez changé de travail ou dans des années, sera capable de retrouver les images, de retrouver la légende, de retrouver le sujet, et soit capable d'exploiter à votre place ou après vous ces images. Le président de la Commission nationale de la communication, Ali Mohamed Dimbio, a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de cette formation. À l'écoute. C'est vrai que pendant 8 jours, quand même, vous avez fait quand même un travail quand même
remarquable et j'espère que vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Et comme on dit, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois, comme je disais tantôt, et que dans 2 mois ou dans 3 mois, on va donc poursuivre et puis continuer. Et comme disait Patrick aujourd'hui, il vous a appris quand même les fondamentaux et il va encore vous apprendre certaines choses qui, à mon avis, j'espère, vont quand même vous aider dans votre travail du quotidien. Et je pense quand même que si je résume un tout petit peu les contenus, comme l'a fait Patrick de cette formation, que vous aurez appris dans cette formation l'importance de la lumière. Et comme disait Patrick, vous savez, photographie, il vous a expliqué que c'était l'écriture de la lumière. Donc vous voyez, vous travaillez avec la lumière et c'est très très important donc de vraiment maîtriser la lumière. Je crois également aussi que vous avez appris aussi l'importance du cadrage, parce que c'est très très important aussi de savoir cadrer quand même son appareil. Bien entendu, la configuration aussi c'est aussi donc basique. Et donc vraiment ça, ce sont les b.a.-ba qu'on vous a appris. Et pour les photos et pour les drones, je crois, si je ne me trompe pas, Patrick m'a dit quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient pareilles quand même. Vous savez, le réglage, le cadrage, la lumière, que ce soit pour la photo que pour les drones, c'est pareil. Pour les drones quand même, je crois que vous avez également aussi appris quand même, ou bien compris plutôt, l'importance quand même de la sécurité. C'est très très important. Vous savez, la sécurité pour les drones, mais aussi la sécurité pour les biens et pour les personnes. Vous avez vu, n'est-ce pas, que plus que les photographes, ce sont les gens qui ont les drones, n'est-ce pas, qui sont tout le temps, vous savez, regardés avec appréhension. Parce que, vous savez, les gens n'ont pas l'habitude, les gens pensent que ça va tomber, choses comme ça. Et donc, vous savez, vous aussi, vous devez quand même vous exercer plusieurs fois ici, apprendre quand même à manipuler les drones. Et nos équipes sur place ont recueilli quelques réactions. Des participants, voici une. On est aujourd'hui ici à la CNC, la Commission nationale de la communication. On a été formé sur la photographie aérienne avec nos drones et la photographie terrestre aussi avec nos appareils numériques. Puis la retouche photo sur le logiciel Lightroom. Et la première phase de la formation a pris terme aujourd'hui. Et je tiens à remercier d'abord la CNC qui a initié la formation et Patrick Robert qui nous a formés. Merci. Pour formation, pour photographie. Aussi, elle a appris beaucoup de choses, elle ne savait pas. Mais elle vous remercie de les appeler pour les apprendre de formation. C'était aussi sa première fois, elle n'a jamais fait de formation en tant que photographe. Elle remercie aussi CNS et tout le monde. Et c'était vraiment intéressant. Elle aimerait que ça recommence, tout ça. Autre information, une réunion tripartite a rassemblé le secrétariat d'État chargé des sports, la préfecture d'Arta et la Commission nationale de lutte contre la corruption pour finaliser les préparatifs de la 18e édition de la marche d'Arta prévue le 29 novembre prochain. Les discussions ont porté sur la logistique, les itinéraires et la sensibilisation à la lutte contre la corruption. La salle de réunion du secrétariat d'État chargé des sports a abrité une réunion tripartite ce mardi, rassemblant ainsi de représentants du secrétariat d'État chargé des sports, de la préfecture d'Arta et de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Cette rencontre visait à finaliser les préparatifs de la 18e édition de la marche d'Arta prévue pour ce vendredi 29 novembre 2024. Présidée par Mme Khadija Ibrahim Idriss, secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports. La réunion a permis d'aborder des points essentiels tels que la logistique, l'aménagement de pistes et l'animation, la sécurité et la communication. Dans son mot d'ouverture, Mme Khadija Ibrahim a remercié les participants pour leur engagement et a rappelé l'importance de cet événement sportif emblématique qui s'inscrit depuis longtemps dans l'agenda de son département. Elle a réitéré le plein engagement du secrétariat d'État chargé des sports pour assurer le succès de cette édition. Et nous avons recueilli quelques réactions à l'issue de cette réunion. Voici une. Comme vous le savez, nous sommes au rendez-vous de la randonnée pédestre d'Arta. Nous sommes aujourd'hui à la première réunion qui s'est tenue au secrétariat chargé des sports, qui a été présidée par la secrétaire générale du département, en présence du sous-préfet, préfet adjoint d'Arta.
Voilà, nous sommes en train de préparer cette marche, la grande marche que tous les amateurs de la randonnée et la région d'Arta attendent. Nous avons tenu une réunion pour cette année. Nous avons retenu le thème de l'anticorruption ensemble afin de lutter contre la corruption. En présence de la commission indépendante de l'anticorruption, nous avons tenu une réunion, nous avons échangé, nous avons discuté afin de préparer la marche qui est prévue pour le 29 novembre, vendredi 29 novembre 2024. En ce sens, je dirais à toute la population de participer à cette marche et que voilà, cette réunion s'est bien tenue et que nous avons bien échangé comme à l'accoutumée, comme on le sait. Cette marche, elle est à sa 18e édition, qui dit 18 ans dit majeur. Que cette marche aujourd'hui elle est bien reconnue dans la Corne d'Afrique et dans le monde entier. Je dirais que cette réunion a été fructueuse et que nous allons encore tenir beaucoup de réunions afin d'organiser cette marche à Arta. Merci. Et au Liban, les frappes israéliennes ont fait au moins 26 morts, principalement dans le sud du pays, où les écoles sont fermées en raison des violences qui touchent également le système éducatif. Fardous Hussein nous fait le point. Au Liban, au moins 26 morts dans des raids israéliens. Les écoles ont été fermées à Beyrouth. Dimanche, 11 personnes ont été tuées et 48 autres blessées dans des frappes israéliennes visant la localité de la région de Tyr, dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a mené dans la nuit d'hier des nouvelles attaques sur divers secteurs du sud du Liban, a rapporté l'agence libanaise d'information. Selon le ministère libanais de la Santé, les 2 frappes israéliennes menées en plein centre de la capitale ont fait plus de 6 morts. Et merci de votre fidélité. C'est ainsi que se termine ce journal de 22h. Très bonne soirée à toutes et à tous.